Samedi 6 février 2021, bienvenue à Dieudonné reçoit. Merci d'être là. Vous savez, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, si vous voyez l'affiche derrière moi, une occasion pour l'ensemble des Québécois de rappeler la contribution exceptionnelle des femmes et des hommes d'ascendance africaine, donc leur contribution à l'histoire et surtout au développement économique, social et culturel du Québec. Je vous annonce d'ailleurs que le 27 février prochain, nous aurons une émission spéciale de Dieudonné reçoit, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, vous pouvez voir l'affiche et l'ensemble des détails sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Originaire du Sénégal, entrepreneur, président de Compagnie F, entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je reçois Koumba Ngom. Bienvenue, Koumba. Merci, Dieudonné. Contente d'être là avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aura l'occasion de parler de tes nombreuses expériences. Mais pour commencer, peux-tu te présenter à l'ensemble des Québécoises et des Québécois qui nous regardent et des autres à travers le monde qui suivent l'émission? Avec plaisir, Dieudonné. Mon nom est Koumba Ngom. Et comme tu viens de le dire, je viens du Sénégal. Et j'ai quitté mon pays à 18 ans pour aller poursuivre des études en France. Et j'ai voyagé depuis dans 3 ou 4 pays. Et ça fait 15 ans que je suis arrivée à Montréal. Et j'ai décidé de poser mes valises dans cette ville. Je suis maman de 3 enfants, épouse. Et, euh, et voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. D'accord, d'accord. On aura l'occasion d'aller en détail, comme je le disais, Oui. sur l'ensemble de tes expériences. Tu es une femme aux multiples casquettes. On va en parler tout au long de l'entrevue. Peux-tu nous dire d'où vient ta passion de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un rêve de jeunesse? Pas du tout. Pas du tout. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être interprète de conférences. Donc déjà là, le voyage était quelque chose qui me passionnait. Je me voyais aller à l'ONU, je me voyais aller dans plusieurs pays en Afrique, je me voyais voyager en Europe, en Amérique. Donc c'est vraiment surtout cet aspect mobilité qui m'intéressait et les langues. Parce que au Sénégal, on parle très tôt plusieurs langues. Moi, je viens d'une famille sérère, comme le président Léopold Sédar Senghor et comme Boucar Diouf d'ailleurs. Je suis de l'ethnie sérère. Au Sénégal, on en compte environ une vingtaine. Et donc, très tôt, dans ma famille, ma langue natale, c'est le sérère. Sauf que le Sénégal a comme langue nationale le Wolof, qui est la langue de l'ethnie majoritaire. Et du coup, très tôt, on parle 2 langues. Et quand on commence l'école, là, on introduit le français à cette panoplie linguistique. Et plus tard, je peux dire qu'à partir de 12 ans, quand on a fini le primaire, tous les élèves du Sénégal introduisent également l'anglais. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de pratiquer, donc d'être dans plusieurs langues. Et qui dit langue, dit culture, parce que c'est à travers la langue qu'on véhicule une pensée, des valeurs, une culture. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire quand j'étais jeune, de continuer, de poursuivre au fait cette expérience linguistique. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat vraiment par hasard à mon arrivée à Montréal et dans l'industrie touristique. Donc, j'ai commencé et depuis, c'est une aventure qui se poursuit et qui me comble vraiment en tant que femme. Je n'avais pas prévu d'être entrepreneur. Ce n'était pas des rêves d'adulte parce que mes parents, qui étaient mes modèles, qui sont mes modèles encore, ne sont pas vraiment dans l'entrepreneuriat. Et donc, ce n'est pas quelque chose que j'envisageais. Par contre, quand je suis arrivée ici, que je suis tombée là-dedans, j'ai vu que c'était le meilleur moyen, au fait, pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre nous, de se réaliser, parce que l'entrepreneuriat, c'est une idée, c'est une création en permanence, c'est une affirmation de soi, c'est un développement de l'humain, au fait, quand on décide que son gagne-pain, ce qui va non seulement nourrir notre famille, et que ce qui va nous permettre de continuer à nous développer et de nourrir notre âme. Et ça sera le fruit de notre création, de notre créativité. C'est quelque chose qui semble un gros défi, mais en même temps un défi tellement épanouissant en fait sur le plan personnel, parce qu'on est obligé de créer, on est obligé de se tenir
à niveau, de se tenir à jour par rapport au mode, par rapport à la technologie, par rapport aux mœurs. On est obligé également de se remettre en question beaucoup, donc beaucoup d'introspection. On n'a pas forcément une personne à tenir responsable quand ça va pas, parce qu'on est quand même le maître même de notre destin. Donc, c'est une activité qui nous renvoie beaucoup à nos valeurs. Et c'est quelque chose qui m'épanouit beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je ne me vois plus autre chose qu'entrepreneur. Je pense que c'est pas un métier, au fait, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, une manière d'appréhender la vie. Oui, c'est très clair et très concret. Euh, Justement, en parlant d'entrepreneuriat, entre autres, maman de trois enfants, tu le disais au début, entrepreneur, c'est beaucoup, puis d'autres implications dont on va parler plus tard. Est-ce que c'est facile de concilier le tout? Comment on fait pour porter autant de chapeaux? En fait, on ne s'en rend pas compte. Et quand j'entends autant de chapeaux, ça me fait rire parce que j'en ai d'autres, au fait, que j'ai envie d'explorer des chapeaux. Donc, je pense que c'est juste un fait. On n'a pas le choix. Pour moi, il n'y a pas d'autre manière. C'est comme cette couleur qu'on porte, toi et moi. Il n'y a pas d'autre manière. C'est ça qu'on est. Euh, Moi, je suis une femme, tu es un homme. On ne remet pas ça en question. Donc, quelque chose qu'on ne remet pas en question, qui paraît une évidence, on n'a pas besoin de tergiverser, on n'a pas besoin de repenser cette chose-là. Et c'est ça, au fait, qui fatigue. C'est quand on lutte contre quelque chose que ça en devient épuisant. Mais à partir du moment où ça fait partie de nous, où on l'incarne, où on l'intègre à notre vie, ça paraît très simple. Donc, c'est sûr que maman, c'est pas une activité que je peux renier demain, n'est-ce pas? C'est quelque chose c'est un contrat que j'ai signé pour toujours. D'ailleurs, dans mon LinkedIn, je l'ai rajouté, moi. Ma première fonction, c'est maman. Et c'est tellement, l'analogie est tellement bonne parce que quand je remplissais ce poste, ce travail, j'ai dû mettre maman. Ils m'ont demandé depuis quand. J'ai mis la naissance de ma fille, mon premier enfant. Ils m'ont dit jusqu'à quand. Ben, j'ai dit toujours. Et ils m'ont dit où. J'ai dit à la maison. Je suis maman à la maison. Et bien sûr, il y a une case où on nous invite à dire, par exemple, à décrire le rôle de ce poste. Pour moi, c'est la transmission de valeurs. Et c'est ça le rôle de maman. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux remettre en question. Pareil pour l'entrepreneuriat. Maintenant, ça fait partie de moi et je ne le remets pas en question pas une seconde. C'est plutôt, au fait, euh, là où l'introspection se fait, c'est comment cet état d'esprit d'entrepreneur peut chaque jour m'amener à être une meilleure personne. Et quand je dis meilleure personne, c'est pas une personne parfaite. Je ne cherche pas la perfection. Ce que je cherche, c'est à me connaître. Parce que depuis que j'ai commencé à mieux me connaître, je connais un peu mieux mes limites à moi, je connais mon fonctionnement. Et du coup, même pour les autres, mon interaction avec les autres, c'est beaucoup simplifié parce que j'arrive justement à leur montrer quelle est la limite et à me montrer sous mon jour et à m'accepter. Donc, c'est des défis, mais c'est pas difficile, c'est pas une remise en question. Des fois, bien sûr, il faut s'asseoir et faire un tri parce que ça s'impose des fois. Aller dans tous les sens, ça peut être épuisant. Mais à partir du moment où on l'accepte, on sait que c'est une partie de nous qui est là. Bon, on ne choisit pas, on le fait et on avance. Très, très intéressant, l'analogie, un contrat signé à vie. J'aime ça. Euh, Écoute, tu parles cinq langues, tu as vécu au Sénégal, en France, en Italie, à Malte. Ces différentes expériences, j'imagine qu'elles apportent quelque chose à ton métier ou, disons, à ta passion d'entrepreneur. Ils apportent quelque chose, au fait, à ma personne, à ma personnalité, qui se transpose ensuite, cet apport-là de qui je suis, se transpose à ma passion pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est 5 langues, c'est 5 cultures, c'est 5 manières de penser. La manière de penser qu'ont les Italiens, même si on se rassemble tous sous le chapeau de l'humain, on est tous humains,
il y a quand même des différences, il y a des valeurs, il y a une manière de dire les choses aussi. La manière de dire les choses va susciter des sentiments complètement différents. Je peux dire à quelqu'un quelque chose, Dieudonné, peut-être d'une manière X, tu vas arriver, les mêmes mots, tu vas les dire à la même personne, elle ne le recevra pas de la même manière parce que peut-être la pensée derrière ce que je dis n'est pas la même. L'intention n'est pas la même. La valeur de ce que je mets dans ce que je dis n'est pas la même. Donc, c'est sûr que avoir vécu à Malte, c'était un rêve d'enfant. J'avais envie de voir, au fait, le pays d'où venait, où était né, en tout cas, le mouvement des Chevaliers de l'Ordre de Malte. C'est pour ça que je suis allée à Malte. Et ça a été une découverte pour moi impressionnante parce que Malte est une île magnifique, très riche sur le plan culturel, sur le plan historique. C'est tout près de la Grèce, tout près de la Sicile, tout près de Chypre, mais c'est tout petit. La langue est impressionnante, c'est un mélange environ 30%, 30%, 30% d'anglais, d'arabe et d'italien. Donc, vous imaginez un peu le mélange que c'est. Et c'est une culture qui est assez spéciale parce que on sait que sur les îles, les gens sont plus ou moins fermés, ils ne sont pas aussi ouverts parce que la géographie même d'une île veut que les gens soient autonomes, en fait, par rapport au reste de la Terre. Donc, c'est sûr que c'est tous des voyages qui m'ont forgé, qui m'ont amené au fait à avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas grand-chose, moi, qui m'étonne dans la vie. Il n'y a pas grand-chose qui va me rendre incrédule. Je pense que tout arrive. Donc voilà, c'est vraiment cette personnalité que je me suis forgée avec les voyages. Excellent. Ça m'amène à te poser la question suivante qui est peut-être pas si simple que ça. C'est 15 ans après avoir posé tes valises au Québec, est-ce qu'il t'arrive, j'imagine, de retourner au Sénégal? Puis deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque du Sénégal que tu ne trouves pas à Montréal, par exemple? Je ne sais pas, un mets ou je ne sais pas quoi, quelque chose du genre? Mes parents, la famille, c'est vraiment la chose qui me manque à Montréal, c'est d'avoir un père, une mère à côté pour m'épauler dans les moments difficiles, pour des fois juste me rappeler des petites choses que j'aurais oubliées dans la frénésie des jours qui passent. Il y a des choses qu'on oublie de notre histoire, des valeurs, des conseils, des proverbes. Et mes parents sont des personnes qui parlent beaucoup en images, mon père surtout. Et oui, ce quotidien, en fait, cette transmission, grands-parents, petits-enfants, ça, c'est quelque chose qui me manque. Mais pour ce qui est des mets, je te dirais que j'ai amené le Sénégal avec moi et j'ai amené le meilleur du Sénégal avec moi. Je suis une excellente cuisinière. Il n'y a pas une cuisine, moi, qui me résiste. Je cuisine très bien. Donc ça ne me manque pas. Mais c'est vraiment cette chaleur de la famille, ma sœur, mon frère. En fait, ce sentiment que, à part mes enfants, j'ai quelqu'un d'autre de moi, une partie de moi qui est là près de moi. Ça, c'est quelque chose qui me manque. Mais heureusement, il y a les technologies, il y a WhatsApp, il y a le téléphone, il y a Internet, donc ça nous permet d'échanger. Et j'y vais tous les ans. Ça fait 5 ans maintenant que j'y vais tous les ans de manière religieuse depuis que j'ai mes enfants. Ça faisait partie, au fait, des objectifs que j'avais. Je m'étais dit, si tu te lèves le matin et que tu vas au travail tous les jours, il y a des choses que tu devrais pouvoir t'offrir. Mm-hmm. Et pour moi, c'était ce retour justement au pays. Donc, ça fait 5 ans que j'avais décidé d'y aller. Avant, j'y allais tous les 2 ans. Ça fait 5 ans que j'y vais tous les ans. Là, avec COVID, on est resté, je l'ai regretté un peu après. Pourquoi on est resté à Noël? Ça a été difficile pour moi de vivre ce premier Noël depuis 5 ans sans mes parents. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est ça qui me manque. Excellent. Euh, Poursuivons. Je l'ai dit dans l'introduction, tu es président de Compagnie F. C'est un Oui. organisme qui s'occupe d'entrepreneuriat féminin. Peux-tu nous parler, de l'organisme, deux, de vos projets, deux projets phares, puis finalement,
l'impact que l'organisme a sur les femmes? Compagnie F est un organisme pour l'entrepreneuriat féminin qui existe depuis maintenant plus de 23 ans à Montréal. Et c'est le seul programme d'accompagnement à l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Donc, on a une mission avec Service Québec d'accompagner plusieurs femmes qui sont à plusieurs stades, au fait, de cette idée de l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont plutôt à la phase de l'idéation. Elles ont l'idée, elles veulent acquérir des moyens, justement, de la mettre en œuvre. Et il y en a, et c'est la majorité, qui ont déjà leur entreprise, qui sont déjà installées, mais qui ont besoin des fois de validation, de réseau, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie de dire, que l'entrepreneuriat est un métier qui isole, au fait. Parce que souvent, moi, je l'ai vu à l'auberge, j'étais autonome, n'est-ce pas? J'avais mon équipe, j'avais ma famille, j'avais mes voyageurs. J'ai l'habitude de dire que le monde entier venait me voir tous les jours. Donc, ça me comblait et quand il y avait des choses à faire, le travail se faisait à l'intérieur même de l'auberge. Et souvent, les entrepreneurs ne s'en rendent pas compte, mais ils sont isolés. Et nos femmes, en fait, ce qu'elles viennent chercher chez nous aussi, c'est un réseau, mais pas seulement. À travers notre formation, on leur donne des habiletés. Par exemple, comment affûter ton idée d'entreprise pour qu'elle soit la plus pertinente pour plus tard. Comment, par exemple, s'occuper de leur impôt en tant qu'entrepreneur. Donc, on a un expert comptable et un fiscaliste qui est là. Le droit des affaires, donc pour tout ce qui est traitement des papiers légaux dans le cadre du travail, dans le cadre de leur entreprise. On a également des coachs qui sont là pour le développement personnel, pour vraiment forger ce mental de gagnant. Parce que quand on entreprend, des moments difficiles, il va en avoir. Mais il faut avoir ce mental d'acier. Et nous, on travaille beaucoup, en fait, sur le savoir-être et non vraiment juste sur le savoir-faire. Le savoir-faire fait partie de la formation, mais on travaille beaucoup le savoir-être. Parce qu'une fois qu'on est certain que la personne est forte, elle peut affronter toutes les tempêtes. Je n'ai jamais vu un livre de mathématiques sauver quelqu'un, mais j'ai déjà vu une volonté, une décision, une mentalité positive sauver quelqu'un. Donc, on travaille beaucoup sur le savoir-être. Et on a plusieurs partenaires, comme par exemple le groupe 3737, avec qui on va concrétiser des ententes, je l'espère. Donc, on est en train de faire ces démarches. Ça, c'est pour répondre à la partie projet. Donc, le projet qu'on a, c'est de vraiment multiplier nos partenaires pour que nos femmes aient le meilleur service possible, qu'elles soient non seulement bien servies dans cette structure compagnie F, mais qu'on puisse rallier à nous d'autres forces pour qu'elles puissent avoir vraiment un accompagnement beaucoup plus complet. Par exemple, le système de mentorat, ça c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment implanter. Ça fait partie de nos projets qui nous tiennent à cœur parce que c'est une continuation en fait de la formation. Une fois qu'elles ont quitté, la formation dure 13 semaines. Le mentorat est quelque chose qui les garde ancrés dans cet esprit de collaboration, d'accompagnement et les garde vraiment dans cette atmosphère au fait d'introspection. Donc, c'est sûr que ça, c'est un de nos projets phares. Et bien sûr, ça serait de diversifier encore plus l'offre parce qu'on a déjà une panoplie de femmes, une panoplie de nationalités. Par exemple, pour les cohortes qu'on a eu en septembre 2020 et qu'on a aujourd'hui en janvier, on a beaucoup de nationalités. On a des personnes de l'Amérique latine, on a des Européennes, on a des Québécoises pure laine, comme on a l'habitude de dire, on a des Africaines. Donc, le but, ça serait vraiment d'étendre également au peuple autochtone pour avoir cette entreprise couleur Benetton qui, selon moi, symbolise aussi la richesse de Montréal, qui est une ville multiculturelle. Voilà. D'accord. Puis en termes de secteur d'activité, j'imagine c'est multisectoriel. C'est varié, c'est multisectoriel. Il y en a qui sont beaucoup dans les services. Nous avons par exemple des conférencières. Nous avons des personnes qui évoluent dans l'industrie de la beauté, de la mode. Nous avons également des artistes, hein, des profs de piano
qui, justement, avec COVID, sont obligés de refaire leur offre. Et c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment dans notre cohorte, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau de l'offre de services. Beaucoup de choses se font maintenant à distance. Donc, on a des profs de chant, des profs de piano qui sont obligés de repenser leur formation, leur méthode d'enseignement pour justement s'adapter aux réalités du distanciel et du Zoom. Donc oui, on a vraiment de tout. Voilà. Parfait. J'espère que pour les femmes qui sont à l'écoute et qui ont peut-être des idées de projet ou sont déjà en affaires mais veulent prendre l'expansion, donc Compagnie F, une offre d'accompagnement. Vous pouvez chercher sur Internet pour retrouver toutes les informations nécessaires. Bien sûr. Et l'équipe est formidable. L'équipe est formidable. Notre directrice générale, c'est Mariam Koulibaly, que vous connaissez et que d'autres connaissent aussi. Donc, la formation, elle est vraiment donnée par des personnes dédiées, dévouées et pour qui l'entrepreneuriat est important parce qu'eux-mêmes sont des entrepreneurs. Donc, ils sont non seulement dans la théorie, mais ils sont aussi dans la pratique. D'accord. D'ailleurs, on va passer à toi parce que tu ne fais pas juste de l'entrepreneuriat dans la théorie. En plus d'être président d'un organisme qui accompagne, tu es toi-même entrepreneur, donc propriétaire de l'auberge Gîte du Plateau Mont-Royal à Montréal. Euh, la question que j'avais envie de te poser, c'est dans cette industrie-là, la pandémie a vraiment des impacts importants. Comment ça se passe? Bref, comment ça va avec ton entreprise? Ça va mal. Ça va mal, mais en fait, c'est une période qui est très intéressante pour moi. C'est une période qui m'a obligée à m'arrêter et à prendre conscience au fait de non seulement de mon environnement de travail, donc de mon choix d'entreprendre, que je n'ai jamais remis en question en passant, mais aussi de vraiment voir qu'est-ce que je veux offrir à l'avenir, dans quoi je veux évoluer avec l'auberge, parce que elle existe quand même depuis de nombreuses années. Et avant que COVID fasse sa réservation ici, c'est une belle auberge. Elle est située au centre-ville, proche du quartier des festivals. On est à 10 minutes du quartier des festivals, on est à 15 minutes du Vieux-Port, on est à 5 minutes du parc La Fontaine. Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment un très bel environnement. Et ça roule, ça roule. On a une terrasse sur le toit qui est notre lieu au fait de communion entre les voyageurs qu'on accueille et Montréal parce qu'on organise des concerts sur la terrasse en période estivale et ça nous permet d'accueillir près de 100 personnes et pas juste les voyageurs, beaucoup de Montréalais avaient leur rendez-vous du vendredi ici à l'auberge. Et c'est un endroit où j'avais tendance à aussi, moi, mettre en valeur ma culture parce que je servais des repas sénégalais et il m'est arrivé aussi d'inviter des artistes sénégalais. Et donc, cette atmosphère quand même féerique, joyeuse, c'est quand même tue quand Covid est arrivé. Et il a fallu, au fait, faire preuve de résilience. Et surtout, c'est une période qui met à l'épreuve notre force mentale, notre détermination. Et là, ce que je suis en train de faire avec l'équipe qui est sur place, c'est de trouver des moyens justement d'offrir quelque chose, mais plus à des Montréalais et plus à la province et pas juste se limiter à l'offre internationale de laquelle on dépendait pendant ces 15 dernières années, au fait. Et oui, c'est une période qui est difficile parce que tout s'est arrêté, mais de manière drastique. Et surtout, ce qui est difficile, c'est qu'on n'avait pas de scénario. Parce que moi, quand la période hivernale arrive, je sais que c'est une période calme. Donc, j'ai déjà un plan parce que c'est calme. C'est pas mort, c'est calme. Donc, on sait que, par exemple, c'est là qu'on va aller chercher des partenaires comme plus dans le corporatif, par exemple, des professeurs de Québec, de Trois-Rivières qui cherchent un endroit pour dormir quand ils viennent à Montréal donner un ou deux cours dans les universités, par exemple. Ça, c'est des offres qu'on a pu développer. Ou alors, l'offre étudiante, quand on sait qu'il y a des étudiants étrangers qui viennent apprendre les langues à Montréal.
être dans l'auberge ici, c'est un environnement favorable. Sauf que là, il n'y avait pas de scénario. Il y avait pas de... Dans mon plan, je n'avais pas prévu ça. Donc, il a fallu déjà juste observer. Moi je contemple beaucoup. Je contemple beaucoup les situations parce que ça permet de prendre de la hauteur et d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur quelque chose. Donc, j'ai pris le temps de regarder ce qui est arrivé. Et bien sûr, c'est une période dans laquelle j'ai vraiment eu besoin de mon réseau d'hôteliers, de personnes autour de moi qui vivaient exactement la même chose. Malheureusement, il y en a qui ont fermé. Nous, on est encore là, on n'a pas l'intention de fermer. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on pense à une offre qui va plus intéresser les personnes en télétravail parce que je pense qu'il y en a qui commencent à se fatiguer d'être chez eux. Une offre aussi pour les personnes à la recherche d'endroits pour exercer leur métier. Je pense aux coiffeurs, je pense à des pop-up shops, des gens qui n'ont pas forcément envie de louer un local, mais qui ont envie de vendre leurs produits pour une période donnée en faisant des événements, par exemple. Je pense aux personnes qui ont envie d'exposer leurs produits, de les mettre en vente avec des photoshoots. Donc voilà, on est en train de penser à plein de choses comme ça pour en fait diversifier la clientèle, parce que là, on va quitter une clientèle internationale et le but, c'est de faire une clientèle locale. Et on a un gros projet qu'on est en train de préparer qui va servir non seulement à nos voyageurs quand tout va recommencer, mais aussi à Montréal. Donc là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on s'est vraiment l'idée de servir et d'offrir quelque chose à Montréal, c'est confirmé. Et j'espère que j'aurai le plaisir plus tard de revenir en parler parce que c'est un très beau projet qui se prépare. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que, parce qu'on entend beaucoup parler des aides fédérales, puis du Québec également, donc j'espère que tu as quand même, en tout cas, l'entreprise a pu On a eu quelques profiter prêts. de ce soutien Oui, gouvernemental. oui, on a eu quelques prêts et sans ce soutien, on ne s'en sortirait jamais, je pense. Donc, heureusement qu'il y a eu ce soutien-là. Heureusement qu'il y a un réseau d'amis qui est là. Heureusement qu'on n'est pas seul, au fait. Donc, ça, c'est bien de savoir qu'on est épaulé. Parfait. Écoute, on est presque à la fin. J'avais, il y a une question qui me trotte dans la tête qui concerne les gens qui déposent leurs valises au Québec ou à l'étranger de façon générale et qui ont un peu un pied ici, un pied sur le continent. Euh, dans ton cas, euh, j'ai toujours pensé, moi, que pour prendre sa place ici, il faut, à un moment donné, couper le cordon ombilical. Euh, c'est quoi ta réflexion là-dessus? J'aimerais t'entendre. Ça, c'est une réflexion qui est encore en cours. Parce que couper le cordon, pour moi, quand tu dis ça, ce que j'entends, c'est renier un peu, oublier une partie de soi. Et ça, c'est vrai que j'ai mis du temps à me dire que c'est peut-être pas ça, au fait, couper le cordon, c'est peut-être juste se mettre à temps plein dans notre nouvelle vie, dans notre nouvelle réalité. Et ça, c'est pas un chemin que j'ai pas encore fait. Je m'imagine encore chez moi, peut-être 6 mois, mais je m'imagine encore chez moi. Alors, par contre, la réflexion, pour l'avoir déjà eue, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être à 100% ici, quand je suis ici. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et la seule manière, enfin, la seule, en tout cas celle que j'ai trouvée, moi, c'est en s'impliquant au sein de la communauté. C'est en s'impliquant dans les lieux de gouvernance, par exemple. C'est en s'impliquant dans les lieux de décision. Je pense que tu sais de quoi je parle. Toi-même, tu l'as fait. En s'impliquant dans la vie communautaire, dans la vie politique. Pour moi, au fait, c'est de cette manière qu'on va arriver à tranquillement diluer le je suis sénégalaise et finir par dire je suis montréalaise aussi. Je mets le aussi parce que pour moi, c'est important de rester les deux. Donc, c'est sûr que
Oui, j'ai un pied là-bas, un pied là, mais c'est deux pieds bien ancrés. Voilà. C'est le plus important, je C'est pense. le plus important. Oui, L'idée, c'est, en tout cas, quand je dis couper le cordon ombilical, ce que je dis, c'est justement ce que tu disais, c'est que quand je suis ici, je suis à 100%. à 100%. Donc, je ne peux pas être ici puis écouter les nouvelles du Non. Sénégal plutôt que les nouvelles du Québec, parce qu'il y a en tout cas, quand on est ici à temps plein, il y a des choses qu'on finit par apprendre. Tu parlais justement au début de l'entrevue du savoir-être, du savoir-faire. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage qui vient avec le fait qu'on s'intéresse à ce qui se passe ici et non pas être juste physiquement ici puis avoir tout notre esprit ailleurs. Ça me fait rire quand tu as dit, quand tu as parlé des nouvelles. Parce que mes amis sont fatigués avec moi. À chaque fois qu'elles viennent avec une nouvelle, un fait divers, je ne suis jamais au courant. Ils disent, mais on dirait que tu n'es pas sénégalaise. Je leur dis, mais je suis ici. Parle-moi des nouvelles d'ici. Je ne sais plus ce qui se passe là-bas. Donc, oui, je rejoins tout à fait ta pensée. Super. Quand j'ai fait mes petites recherches et je voulais qu'on termine avec ça, euh, j'ai vu que tu enregistres un podcast, puis là, je suis très, très curieux et j'imagine ceux qui nous regardent aussi. Peux-tu nous en dire un peu plus et ça porte sur quoi? C'est quoi exactement? Ça porte sur l'entrepreneuriat. Et au fait, c'est un podcast qui va porter, qui est pour Compagnie F, au fait, qui va s'appeler Café F et qui a pour but justement de rassembler toutes les forces entrepreneuriales du Québec. Donc, que ce soit je vais mettre l'emphase sur les femmes, mais également des hommes, parce que je pense qu'on a tous quelque chose de bien à dire. Alors, l'angle de ce podcast, le thème, c'est le courage et la résilience. Et je pense que c'est un thème qui est tout à fait d'actualité dans cette ambiance de commerce pour qui c'est difficile de survivre. Dans cette noirceur, moi, j'ai envie d'apporter de la lumière. Et au fait, ce que j'ai envie de dire à travers ce podcast, c'est qu'à partir du moment où dans notre tête, c'est beau, la vie va être belle, qu'on entreprenne ou pas. Donc, j'ai envie que ces hommes et ces femmes viennent nous dire des événements ponctuels de leur vie où ils ont su, où ils ont confirmé que vraiment, ils avaient quelque chose en eux et qu'ils pouvaient inspirer d'autres personnes avec cette force-là qu'ils avaient. Donc, voilà, c'est ma manière à moi d'apporter une lueur d'espoir et de renforcer au fait ce positivisme qu'il faut, qui doit nous habiter au fait en permanence. Alors, courage et résilience, Café F, donc un nouveau Oui, podcast qui oui. à venir. J'ai hâte de voir les invités qui seront là et comment ils vont nous inspirer. Kumba, sincèrement, merci d'être venu nous voir. Tu as partagé plein de choses personnelles, professionnelles. C'est ça l'objectif de cette émission-là, c'est de faire découvrir des gens qui sont dans la collectivité, mais dont on n'entend pas parler. Et je t'ai découvert par hasard sur LinkedIn, on a échangé, puis je t'ai invité, tu m'as dit oui tout de suite. Alors, je suis vraiment content que tu sois venu nous voir. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. On va se croiser de toutes les façons, soit dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs ou d'autres activités quand ça va être possible à nouveau. On l'espère le plus rapidement possible. Alors, bon après-midi et à très bientôt. Merci, merci Dieudonné. Au revoir. Au Merci. revoir. Mesdames et messieurs, alors c'est tout pour nous. On se retrouve le 27 février prochain avec l'émission spéciale qui va porter sur les modèles de développement économique pour les communautés noires du Québec. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne fin de journée. Au revoir.